coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Sacha, 51 ans, marié, 2 enfants. J'habite en 92 à Puteaux. Je suis cadre commercial dans un groupe de médias. J'ai eu un diagnostic en mars 2023 pour un cancer du bas œsophage. Bonjour Sacha. Bonjour Mike. Je suis heureuse et honorée de t'accueillir aujourd'hui au micro d'À coup de pourquoi. J'attendais ce moment avec impatience parce que la façon que tu as de traverser l'épreuve est très personnelle et je pense que c'est vraiment une chance pour les auditeurs du podcast de t'entendre. Et j'attendais aussi ce moment parce que tu es mon amie et que je suis heureuse de passer ce moment avec toi. Merci, heureux d'être là. Donc la première question évidemment du podcast, c'est comment ça va, Sacha ? Eh ben, ça va bien. Ça va bien comme ça peut aller dans ce cadre de situation où on traite d'un cancer depuis 1 an, mais globalement, en tout cas au niveau du moral, ça va très bien. Et physiquement, je trouve que je suis bien par rapport à ma 24e chimiothérapie. Je trouve que j'ai de la chance d'être à l'état où je suis aujourd'hui. Quand je te vois arriver, d'ailleurs, moi je sais à peu près où tu en es. Je me dis que tu as l'air vraiment en forme, quoi. C'est ce que tu transparais, en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sacha, comment cette histoire a commencé ? Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce ? Alors comment cette histoire a commencé ? Alors il se trouve que j'étais suivi depuis plusieurs années pour une fragilité de l'œsophage. Donc je faisais ce qu'on appelle des gastroscopies depuis des années. Mais c'est vrai qu'en 2022, j'avais eu un contrôle qui m'avait dit que ça allait très bien, ça se résorbait, il n'y avait pas de problème, etc. Donc effectivement, ça a été un choc quand en mars 23, j'ai eu ce qu'on appelle une thrombose dans la gorge. Gorge très gonflée, j'ai dû faire des radios où on a détecté effectivement, après moult analyses, malheureusement un cancer du bas œsophage. Comment ça s'est passé, ce moment-là ? Alors c'est évidemment un moment très difficile pour plusieurs raisons, pour tout le monde je pense, mais il se trouve que moi quand ils ont fait le premier diagnostic, ils ont fait beaucoup d'analyses et les médecins, malheureusement, effectivement, m'ont dit, enfin, ils pensaient que c'était pas si grave et que peut-être c'était quelque chose de bien moins grave qu'un cancer. Donc c'est vrai que je m'étais mis dans cet état d'esprit jusqu'à ce que une semaine après, on m'annonce et on me convoque à l'hôpital dans une petite salle pour m'annoncer que c'était très grave et que malheureusement ils s'étaient trompés et que c'était un cancer très avancé et qu'ils savaient pas encore lequel, mais qu'ils allaient faire d'autres analyses et que ce serait sûrement l'œsophage, le côlon ou le pancréas. Là, ça a été le moment le plus dur, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On a face à nous un médecin et on le lit dans ses yeux que c'est très grave et on le lit dans ses yeux qu'il est consterné et très attristé pour nous. Donc c'est un choc parce que c'est un double choc parce que moi ou ma femme, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout. Alors tu dis nous, tu parles de ta femme. Est-ce que tu peux expliquer ce moment ? Donc vous étiez ensemble à cette annonce ? On était ensemble à cette annonce et donc ça a été très dur. Jusque-là, j'avais pas eu de chute de morale. Et c'est vrai que le moment le plus dur pour moi, ça a été cette annonce qui nous a complètement cassé et le retour à la maison. Je pensais que mes enfants seraient pas là et ils étaient là, malheureusement. Et c'est le seul moment d'ailleurs depuis que je suis tombé malade où j'ai explosé en pleurs. Parce que je m'attendais pas à ce qu'ils soient là. Et c'est vrai que des enfants, quand ils me demandent comment ça va et qu'est-ce qu'ils ont dit, bah là, effectivement, les barrières se sont effondrées, je me suis écroulé en pleurs, et ma femme aussi d'ailleurs. Ça, c'était un moment, effectivement, très difficile, sûrement le plus difficile qu'on ait eu à vivre depuis le début. Comment vous avez fait et comment tu as fait pour tenir debout après ça ? Parce qu'évidemment, il y a ce moment où on se sent, enfin, tu vas nous expliquer, mais peut-être anéanti, peut-être submergé, peut-être sidéré, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué à tenir debout ? Quelles ont été tes ressources ? Alors, ouais, moi, c'est vrai que j'ai un fonctionnement un peu à part. C'est vrai que ce moment terrible, en fait, a duré 24 heures. C'est vrai que j'ai eu la chance de me ressaisir assez vite et très vite, c'est vrai, au bout de 24 heures. Enfin, c'est comme si j'avais déjà un plan d'attaque en me disant, c'est pas grave.
on va y arriver, on va gravir cette montagne. C'est pas grave, même s'il y a 1% de chance. On savait pas les probabilités ou les pronostics. D'ailleurs, je les connais toujours pas. J'ai jamais voulu les connaître parce que je considère qu'on ait 50% de chance ou 30 ou 1%. Ça changera pas ce que je dois faire. Donc, je préférais me dire, même si je suis dans les 1%, je serai le 1% et rester là-dessus. Ces premières 24 heures, tout de suite, je suis parti sur un plan d'attaque où il y a des choses tout de suite qui me sont venues comme claires sur comment faire pour s'en sortir. Donc, c'est le mental, là, tu dis. C'est vraiment toi et ton cerveau d'un seul coup. Oui, alors peut-être parce que j'avais déjà vécu d'autres épreuves un peu traumatisantes avant sur d'autres sujets, mais oui, tout de suite, c'était assez clair. Et il y a des choses très vite qui me sont venues tout de suite en 24 heures sur des choses à faire pour protéger mon corps et faire en sorte que j'ai le plus d'énergie pour vaincre cette maladie. Et tout de suite, j'ai éliminé énormément de choses dès ces premières 24 heures. Évidemment, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté l'alcool, j'ai changé mon alimentation à 90%. Et puis, j'ai voulu éliminer tout de suite, toute source de stress. Parce que c'est un réflexe inné. Quand on a un tigre en face de nous, le stress nous pousse à courir. Là, c'est pareil. C'est comme si j'avais eu un stress tout de suite qui me disait, bon, élimine une source de stress. Alors, dans le stress, évidemment, comme je suis malade, il y a le travail qui a le plus grand stress chronique qu'on puisse imaginer, surtout quand on est dans un cadre commercial comme le mien. Mais il y a aussi plein de choses. Les news, voilà. Moi, depuis cette période-là, alors que moi, dans mon activité, je suis très géopolitique et je suis au courant de toute l'actualité toujours, j'ai supprimé ça à 100%, que ce soit radio, presse ou autre. Je garde que la presse sportive parce que des fois c'est négatif aussi, mais c'est quand même plus positif. Et j'ai supprimé, voilà, toutes ces ressources de stress, y compris amicales, parce que je crois que le lendemain ou le surlendemain, on avait beaucoup d'amis qui sont venus nous voir pour nous supporter. J'ai réalisé très vite la différence entre les gens face à cette maladie. C'est vrai que beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, nous voient un peu comme des morts sur pattes. C'est très triste à dire, mais ça se ressent pour celui qui est malade. Et moi, très vite, je me suis dit, ça, je peux pas. Donc, je les aime, ces gens. Mais certains, je me suis dit, pendant cette période-là, je pourrais pas les voir parce que leur histoire ou leur croyance fait que ils se tournent plus sans s'en rendre compte du côté négatif et pessimiste et ils le renvoient. Et moi, je peux pas. Autant pour moi, les amis, c'est une des raisons pour lesquelles je vais guérir. C'est très important au quotidien. Autant, voilà, dès le début, je me suis dit, attention, tous ceux qui me disent profite de tes derniers mois ou prépare la suite pour quand tu seras pas là ou voilà, c'était pas entendable. C'était pas entendable. Autant que je le fasse, oui, mais pas entendable. Moi, j'avais besoin d'une équipe de combat avec moi, pas de croyants. C'était toxique, en fait. Oui, quelque part, c'est une toxicité, mais sans le vouloir. C'est-à-dire, de même qu'il y a des gens qui vont vous dire, non, au point où t'en es, continue de fumer ou de boire, autant en profiter jusqu'à la fin. Non, moi, c'est pas l'image que je veux donner à mes enfants. Moi, je veux donner l'image de quelqu'un qui a compris ce message et qui va l'interpréter et qui tout de suite change pour se donner les meilleures chances. Et c'est ce que tu as fait. Donc, on a compris que tu étais marié, donc avec Flavie, on va donner son prénom. Vous avez formé équipe, c'est ça? Tu nous as expliqué comment seul tu as mis en place un plan d'attaque, en fait. Est-ce que tu as la sensation justement d'avoir fait équipe avec Flavie, avec tes enfants, avec tes amis? Oui, j'ai l'impression d'avoir une vraie équipe. Alors surtout tous les deux, avec ma femme, c'est vrai, parce qu'elle a toujours été depuis toujours très tournée vers le bien-être. On partage ça ensemble depuis même avant la maladie. On est très tourné sur beaucoup de choses liées au bien-être et au fait d'être plus heureux. C'est vrai qu'on a toujours été tourné vers la méditation, vers la visualisation créatrice, vers des choses comme ça, le yoga. Donc c'est des choses qu'on a en commun. Donc on a été très ensemble tout de suite sur ce plan d'attaque parce qu'on est convaincus tous les deux qu'on peut être acteur de sa guérison. Donc très vite, on a mis en place des choses qu'on faisait des fois ensemble ou des fois que je faisais seul pour aller mieux. C'est vrai qu'il y a un réflexe inné aussi quand on est malade comme ça, des fois de se reculer, de s'enfermer, c'est-à-dire quasiment de se mettre dans une grotte et de ne voir plus personne. On a envie parfois de ça. On a envie un peu de ça. C'est vrai qu'il y a une tendance. Moi, je le sentais. J'avais deux tiraillé. Deux petits personnages dans ma tête. Il y en a un qui me disait oh là là, va te cacher dans la grotte, ne parle plus à personne. Et puis l'autre qui me disait mais ça va pas, va vers la lumière. Et au contraire, voir des gens et continuer à vivre plus que jamais, ça va te faire du bien. Et ça, j'en suis convaincu. C'est vrai que ça change tout. Quand je suis en hôpital de jour, c'est ce que j'essaie même de communiquer à certains autres patients qui sont avec moi, parce que c'est vrai qu'il faut, c'est un mauvais réflexe, je pense. Donc oui, on a mis tout ça ensemble en pratique au quotidien sur beaucoup de thématiques pour aller mieux. Comme je l'ai dit, la méditation, la visualisation, le yoga, beaucoup de yoga, du qigong maintenant aussi beaucoup. Et puis apprendre tous les jours. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir de ce jour-là, pour moi, le plan d'attaque consistait aussi à 90% de mon temps de chaque jour était concentré à aller bien.
Et aller bien, ça allait par ce que je fais. Ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, et ça peut être aussi beaucoup apprendre. Apprendre sur la maladie, apprendre sur le aller mieux, apprendre sur des cas de gens qui ont guéri, s'inspirer et apprendre tous les jours. Et encore aujourd'hui, comme j'apprends tous les jours sur des sachants, c'est hyper enrichissant. Tout ce qui t'enrichit, tout ce qui te fait aller mieux, tu prends. Moi, j'avais une question, j'ai compris que ta manière de faire, justement, c'est d'enlever le stress et tout. Moi, c'est compliqué à expliquer là ce que je me dis, mais en gros, j'ai besoin d'être consciente du danger et stressée. En fait, ça me fait peur d'être bien, tu vois. Je me dis, je dois être sur le qui-vive. Et je te vois faire, donc tu fais complètement différemment. Tu peux expliquer? Ouais, alors après, je pense que chacun est peut-être différent. Moi, c'est vrai que ce qui m'apaise, j'ai beaucoup appris de choses, etc. Et c'est vrai que de chaque jour, j'essaie de tout faire pour développer mon système immunitaire, pour faire en sorte que mon corps aille mieux. C'est-à-dire que je me dis qu'on est partenaires tous les deux et j'essaie de le rassurer tous les jours sur le fait que, effectivement, je lui ai offert une vie un peu pourrie avant de tomber malade parce que je mangeais mal, je faisais un peu n'importe quoi sur certains sujets. Je l'ai pas très bien traité et aujourd'hui, j'ai l'impression que je lui envoie que du bonheur et des bonnes choses depuis chaque jour. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire et de continuer. Donc, et je me dis que voilà, si je fais ça, on va y arriver. C'est que lui, il aura envie de s'accrocher et parce qu'il se dira, bah ouais, là, il me vend du rêve, j'ai envie de les vivre ces 30 prochaines années. Et c'est ce que je ressens. Moi, je fonctionne un peu comme ça. De tout ce que j'ai appris, c'est vrai que très vite, j'ai réalisé que il y a beaucoup de choses qui nous faisaient du bien. Donc, moi, la peur, c'est quelque chose qui fait du mal. Pour moi, la peur, elle est plus au passé, alors que l'espoir, rêver, quand on rêve, on crée. Moi, je suis très adepte de ces choses-là, un peu bouddhistes. On pense ce que l'on devient, on crée ce que l'on rêve, etc. Donc, moi, je sens que ça me fait énormément de bien de penser positivement. Et je suis pas trop dans la peur. J'ai l'impression que je l'ai assimilé, qu'il y avait un risque. Mais une fois que c'était fait, on passait à autre chose. C'est-à-dire que moi, je passe au quotidien sur aller bien. Aller bien de plein de façons. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a plein de choses qui me font ressentir le corps bien et éviter tout stress aussi. Par exemple, on se rend pas compte, mais le système immunitaire, on perd aussi quand on prend des décisions. C'est-à-dire quelqu'un qui passe des heures à se réfléchir avec son cerveau de la tête, à essayer de prendre une décision, c'est négatif pour le système immunitaire. Tout ça, on perd de l'énergie. Donc moi, j'ai voulu institutionnaliser des choses, me dire non, il n'y a pas de choix, en fait. Tous les matins, tu feras du yoga. Il n'y a pas de choix. Tous les jours, tu vas méditer. C'est pas un choix. Donc, et plus j'automatisais ça, plus j'avais d'énergie. C'est des choses simples. Pareil, la musique, la musicothérapie, moi, ça développe des bonnes ondes. J'appelle ça aussi la rigolothérapie, c'est-à-dire même pousser à regarder des choses positives. Ça développe aussi le système immunitaire. Ça aussi, c'est prouvé. Donc voilà, j'essaie de tout faire pour aider mon corps au quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes lignes de ton traitement? Très vite, le protocole de médecine moderne face à ça était très simple. C'était de faire un bloc immunothérapie, chimiothérapie, un protocole notamment de chimiothérapie qui s'appelle oxaliplatine, qui est assez toxique pour le corps, mais toxique pour les cellules cancéreuses aussi. Donc voilà, c'est un protocole qui est tous les 15 jours, en 6 heures d'hôpital de jour, et après 48 heures de chimiothérapie au complet, parce qu'on rentre chez soi avec un traitement, une petite bouteille pendant 48 heures. Donc c'est ça le traitement. Dès que tu as eu l'annonce, ça a été mis en place, c'est ça? Dès que j'ai eu l'annonce, après il a fallu d'autres résultats pour savoir si c'était le pancréas ou le côlon. Donc il y a eu encore un mois qui s'est passé sur cette analyse. Mais à partir d'avril 23, c'est là où je suis parti sur chimiothérapie et immunothérapie tous les 15 jours ensemble pour 6 mois. Parce qu'on m'a dit qu'on allait faire 12 séances. Parce que le corps aurait du mal à en encaisser plus. Et qu'on ferait un bilan toutes les 6 séances, donc tous les 3 mois. Et ensuite, comme on a eu très bons résultats au bout de 6 mois, on a décidé, avec l'oncologue a décidé surtout d'arrêter l'élément le plus fort de la chimiothérapie, qui était l'oxaliplatine, et de continuer avec l'immuno, et ce qu'on appelle le 5-FU. C'est mon traitement, tous les 15 jours. Traitement moins fort, moins costaud, parce que d'abord, le corps ne pouvait plus, j'avais beaucoup d'effets secondaires, donc le corps ne peut pas soutenir beaucoup plus, et les résultats étaient plutôt positifs. Donc on s'est dit, pour l'instant, on s'en tient à l'immuno, et maintenant, ça a rechangé. Quand je dis que c'est une montagne à gravir, c'est que c'est une montagne qu'on gravit, on voit le sommet, et puis des fois, de temps en temps, on fait une petite chute, et il faut reprendre la grimpe. C'est ce qui s'est passé. Moi, on a eu les résultats en janvier qui, malheureusement, étaient le deuxième choc. C'est le deuxième moment le plus difficile. C'est quand là, on a eu des résultats très négatifs en janvier, comme quoi la maladie était bien revenue, les ganglions, parce que moi, c'est un cancer ganglionnaire.
Et là, il a fallu réévaluer la stratégie et comprendre ce qu'il fallait faire, sachant que pendant les 6 premiers mois, déjà, j'avais des très bons résultats. Mais j'avais eu énormément d'effets secondaires et notamment beaucoup de crises. J'ai très souvent fini aux urgences, des fois pour 3 jours, des fois pour une semaine, parce que j'avais des réactions d'allergie et mon corps, on n'a jamais trouvé trop pourquoi. Il réagissait très mal à certains éléments, mais c'était assez effrayant. C'est très difficile pour les médecins de trouver le bon traitement parce qu'on n'arrivait pas à identifier les raisons de mes allergies, de mes réactions extrêmement fortes. Donc là, depuis janvier, on a défini un nouveau traitement. Donc on continue. On reprend la chimiothérapie un peu plus corsée, qui s'appelle la cisplatine. Et on a arrêté par contre l'immunothérapie pour l'instant. Est-ce que il y a un moment de tes traitements qui t'a particulièrement touché, que tu voudrais nous décrire? Oui, alors le moment qui m'a touché le plus, c'est 2 choses. C'est d'abord les 3 premières chimiothérapies que j'ai faites, parce que tout le monde m'avait dit ça va être très difficile. C'est quand même, c'est l'image qu'on donne quand les amis on dit des fois tu vas te prendre un bus. Bon, moi il se trouve que les 3 premières fois je l'ai plutôt assez bien encaissé. J'étais hyper content, hyper confiant. Et puis alors, je sais pas, à partir de la 4e, ça a été un chamboule-tout où là j'ai vraiment compris ce qu'on voulait dire par se prendre un bus, effectivement. J'ai commencé en plus à avoir mes premières réactions allergiques, à faire des crises de fièvre qui montaient jusqu'à 41 et à être hospitalisé. Donc ça, c'était les moments les plus durs. Voilà, c'est que de ce moment-là, à chaque chimiothérapie, je me suis dit qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que mon corps va tenir? Quand le corps est pris entre 2 choses, c'est-à-dire un traitement qui est là pour te guérir, mais qui en même temps est tellement puissant qu'il fait du mal aussi à beaucoup d'organes dans le corps. Donc cette balance est difficile. On tient parce que voilà, moi déjà ma femme, les dents, c'est capital et c'est énorme. Les amis aussi, mais ma femme quand même au quotidien, c'est quand même incroyable parce qu'on sous-estime toujours le rôle du conjoint et de l'aidant quand même. C'est un vrai sujet. Et moi je considère que c'est plus dur même pour l'aidant des fois que pour le malade. Et ensuite, il y a le personnel médical. C'est vrai que moi, j'ai un respect fou pour les gens qui nous soignent, que ce soit en hôpital de jour, ou l'oncologue, ou les infirmières. C'est incroyable. Ces gens sont incroyables avec ce qu'ils donnent comme temps, comme énergie, puis comme bonnes ondes, comme sourire. Moi, c'est un objectif chaque jour. C'est quand je suis là-bas d'arriver avec le sourire, avec la banane, pour créer un cercle vertueux de joie et de sourire. Et c'est vrai que quand on est là-dedans, ça aide beaucoup, quoi. Si je faisais la gueule ou que j'avais peur, c'est pas pareil, c'est qu'on crée un autre schéma, quoi, qui est un peu moins vertueux. Oui, ça fait partie un peu de tes tactiques, un petit peu pour attirer le positif aussi, quoi. C'est incroyable, hein, j'encourage tout le monde à le faire, mais essayez juste de se dire pendant une semaine, alors de façon assez naturelle, je vais essayer de sourire à tous les gens que je croise. C'est incroyable. Ça change tout. Ça change tout parce que ce que les gens nous renvoient, c'est incroyable. C'est fou, mais quand on est comme ça, on a l'impression que tous les gens sont plutôt sympathiques, alors que c'est des fois l'inverse. Alors que c'est pas vrai. Oui, non, mais alors que c'est des fois l'inverse de ce que je pouvais dire quand je prenais le métro à Paris, où je me disais tout le monde fait la tête, toujours pareil, hein, le truc un peu aigri, etc. En fait, si on est acteur de ça et qu'on essaye d'inverser les choses et d'être très souvent l'univers nous le renvoie. C'est assez magique. T'as parlé tout à l'heure du moment difficile de ta 4e chimiothérapie et justement de l'équilibre très bizarre du traitement qui à la fois te sauve, à la fois te tue, hein, c'est aussi ce que je ressens. Donc de comprendre en fait que ton cerveau comprenne que tu as quand même des bénéfices, il faut comprendre ça pour continuer, quoi, hein, parce que parfois t'es vraiment poussé à bout. Et alors, ça introduit cette question sur la peur. On a déjà parlé de la peur, mais est-ce que tu as peur et de quoi as-tu peur? J'ai pas le sentiment d'être dans la peur. Alors j'ai des fois peur, puisque ça m'est arrivé en janvier quand j'ai eu une gonflée, une repoussée de ganglion qui est montée presque à la gorge, d'avoir très peur. Effectivement, là j'ai eu un moment où effectivement pendant quelques jours j'ai eu l'impression que la vie pouvait s'arrêter assez vite. Et ça fait quoi cette sensation-là? Ça fait peur, évidemment, de se dire peut-être que je serai plus là ce soir. C'est effectivement. Après, j'ai l'impression d'avoir tellement travaillé là-dessus avant que ça me fait moins peur. C'est comme si c'était un peu assimilé qu'il y avait ce risque. Mais en même temps, très vite, je reprends le chemin quand ça m'arrive de me dire mais non, c'est pas possible. C'est pas le chemin. Tout ça n'est pas le chemin. Ça ne va pas t'amener à ça. C'est pas possible. Pour moi, je l'ai interprété très vite comme je l'avais interprété pour la première fois. Ce signal, cette alerte vient pour une raison. Elle vient parce que peut-être que tu n'as pas assez bien fait les choses. Peut-être que tu t'es un peu égaré
T'avais le bon chemin, mais là, tu t'es un peu égaré. Donc, reprends les choses telles qu'elles doivent être faites et tout ça va se corriger. Et tout ça, c'est corrigé d'ailleurs, ce ganglion et cette grosse alerte. Mais on t'entend te remettre en question à chaque fois. Est-ce que ça fait pas peur de se dire que tu es responsable de tout, en fait? Parce que c'est quand même ça que tu te dis. Est-ce que c'est pas plus confortable de se dire... En fait, j'ai pas de chance. Pourquoi c'est... Non, mais Est-ce que c'est ça? Non, mais Est-ce que il y a des gens qui se disent ça, qui se disent pourquoi ça m'est tombé dessus. Moi, je suis pas dans cette catégorie. Je me dis, c'est normal que ça me soit tombé dessus. Je me dis, c'était le chemin. Parce que si je n'avais pas eu cette alerte, cette maladie, et moi, je suis persuadé, c'est difficile à dire, mais que je la remercierais à terme parce qu'elle m'apporte déjà des choses aujourd'hui et depuis 1 an. Si je n'avais pas eu ça, je ne me serais pas transformé sur plein de domaines et plein de domaines qui m'amènent vers qui je suis vraiment et vers le fait d'être beaucoup plus heureux aujourd'hui et demain. Je l'interprète comme ça. c'est pas trop de pression de te mettre toujours en responsable, en fait? Non, je le ressens pas comme ça. Et je le ressens plutôt comme oui, effectivement, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas réalisé plein de choses. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas arrêté la cigarette, j'aurais pas arrêté l'alcool, j'aurais pas changé d'alimentation, je me serais pas tourné vers des choses qui me correspondent peut-être plus en tant qu'être humain pour le présent et pour le futur. Et j'ai l'impression déjà que ce que je vis, ce qu'on vit ensemble avec ma femme, avec mes enfants, est quelque chose de très positif et de très vertueux pour eux, pour même la suite. Donc non, c'est pas un poids, c'est plutôt un plus. Difficile de dire ça dans ce cadre-là, mais c'est plutôt un plus, ouais. Après, j'ai une peur. Quand on parlait de peur, si, il y a une peur, mais ce qui est normal. Moi, j'ai toujours eu cette peur-là, c'est la peur que je me trompe et que je disparaisse et que effectivement, je ne puisse pas vivre tous ces moments, ces milliers de moments incroyables de joie et de bonheur avec ma femme et mes enfants pour les 20 et 30 prochaines années. Moi, c'est ça ma peur, c'est de pas vivre ces moments-là. C'est en train de dire que ta peur, c'est pas le fait de mourir en tant que tel, mais c'est de pas vivre. De pas vivre tous ces moments que je vois pour nous, pour le futur. Mais le problème, la bonne chose, c'est plutôt, c'est que comme je les visualise énormément tous les jours, beaucoup, et je fais énormément de visualisation, donc je vois énormément de moments où on est ensemble dans les années qui viennent, où je vois même des moments avec mes futurs petits-enfants. Quand je dis ça à mon fils, il me dit t'es gentil papa, mais j'y pense pas. C'est normal à 15 ans. Comme je les visualise beaucoup, et quand je dis que je les visualise, c'est que c'est pas que je les rêve. Hein. La visualisation, faut comprendre. C'est quoi la différence? La visualisation, moi, c'est des moments très forts. C'est comme vivre un rêve, mais le vivre vraiment. C'est-à-dire que le corps le ressent. Pour que ça marche, il faut que le corps ressente vraiment ce moment. C'est-à-dire que c'est pas je rêve d'être un champion de tennis. Non. C'est que je suis en train de gagner Roland Garros et j'ai les émotions de celui qui est en train de gagner Roland Garros. Quand on me remet la coupe, etc. Ce que fait d'ailleurs un champion de la visualisation créatrice, c'est Novak Djokovic qui l'a plein de fois expliqué. Et donc moi, quand je vis ça, je vis vraiment ces moments-là. Donc il m'arrive quand je pars dans ces visualisations, que j'imagine par exemple avec ma femme ou mes enfants ou mes futurs petits-enfants, je vois des scènes concrètes, précises, où on est ensemble, qu'on vit. Ça m'arrive de rire, ça m'arrive même de pleurer dans ces moments-là, parce que mon corps ressent que je vis ce moment. Quand tu fais ça, est-ce que tu as un protocole? Je veux dire, tu t'installes, tu écoutes quelque chose, ou c'est quelque chose qui te vient comme ça dans la nuit, j'en sais rien. Alors ça dépend. Je sais que c'est pas un rêve, hein, je sais. Non, ça dépend. C'est des moments où j'essaie de m'isoler. Alors, je le fais de deux façons. Soit je le fais de 3 façons même. Soit avec rien, c'est-à-dire que je me pose juste dans un endroit et je réfléchis ou je visualise certaines choses. Soit je le fais avec beaucoup de la musique, parce que la musique est très inspirante. On oublie des fois le pouvoir de la musique, mais le pouvoir sur nos émotions, sur le fait d'être dans un good mood ou pas, c'est incroyable ce qu'on envoie dans le corps avec de la musique. C'est trop sous-estimé. La musique m'aide beaucoup à d'autres moments à visualiser. Et sinon, avec des méditations guidées. Certaines méditations m'aident à visualiser et à créer. Et après, chacun a ses gourous. Mais moi, il y a plein d'adeptes de la visualisation qui m'aident à faire ça de façon très, très puissante et presque de façon quotidienne. Ouais. Mais j'ai toujours travaillé là-dessus. Ça a un impact très fort. Et ça contrecarre les peurs. Ça m'a toujours aussi aidé là-dessus. C'est-à-dire que la visualisation, par exemple, ça m'aide très souvent par exemple, dans un avion. Moi qui ai pris des milliers et des milliers d'avions à l'autre bout du monde, quand il y a une peur, parce qu'il y a un avion, et ça m'arrive plein de fois, qui bouge, qui chahute, ou qu'il y a un réacteur qui prend feu, on peut être effrayé. Et moi, très souvent, quand j'ai une peur, pour ça, ou pour un enfant qui traverse la rue, je visualise la scène de vie d'après. On va déjeuner après dans tel endroit, dadada. Et comme je visualise cette scène, c'est qu'elle va se dérouler, donc il va rien se passer. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus de peur.
évidemment, tu dois t'en servir pour traverser la maladie. Quand on traverse la maladie, le pire de ce qui peut nous arriver, c'est une mauvaise nouvelle, un mauvais diagnostic. Tu t'en sers là-dessus? Oui, je m'en sers beaucoup là-dessus. Après, c'est comme je te disais, gravir la montagne, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur la visualisation aussi, par exemple, des annonces de janvier, en visualisant que ça allait être très positif. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais ça n'a pas marché, parce que je me suis pris un mur dans la tête avec ces annonces terribles. Mais non, c'est pas grave, c'est ce qui s'appelle redescendre de la montagne, et on repart, et on repart sur des visualisations positives. C'est exactement ça que je voulais te dire. C'est, voilà, est-ce que t'as pas peur d'être déçu, en fait, de ta technique Non, et tout? parce que j'ai compris une chose aussi dans ces techniques de méditation et de visualisation, c'est qu'on peut demander beaucoup de choses à l'univers. Il y a une chose qu'on peut pas demander, c'est le timing, le temps. Autant je suis persuadé que je vais guérir quoi que qui que ce soit en dise, autant je peux pas définir quand, ni comment. La visualisation, ça m'aide à savoir que oui. Donc c'est normal que des fois, il y ait des hauts et des bas. Parce que le chemin, effectivement, c'est d'apprendre tout ce que j'apprends, d'évoluer comme j'évolue et de guérir. Par contre, voilà, c'est pas en octobre je serai guéri. Non, on n'est pas, c'est pas de la magie non plus. Est-ce que, Sacha, depuis que tu traverses ces traitements, est-ce qu'il y a des choses que tu as écartées de ta vie? Est-ce que tu as fait des choix de renoncement? Il y a des choses que tu te dis que tu peux plus faire? Pas vraiment. Enfin, il y a des renonciations de par le physique. C'est qu'il y a des choses que des fois je peux plus faire. Autant j'ai compris l'importance du sport pour aller bien. Autant je le fais avec mes moyens qui évoluent de semaine en semaine. Il va y avoir une semaine où je suis en forme, donc je vais en profiter pour faire du vélo ou du tennis ou nager, et d'autres où j'aurai pas l'énergie, donc je vais utiliser mon moment de sport pour faire des choses plus légères, en fait, peut-être du qigong ou du yoga ou plus du yin que du yang, parce que ça sera plus reposant et plus relaxant, puis ça va m'aider pour la méditation après. Non, j'ai pas l'impression d'avoir renoncé à beaucoup de choses parce que j'ai pas voulu couper non plus sur l'aspect social, même si il y a toujours un débat, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que le regard des autres est pas évident, mais comme j'ai resserré le cercle et que j'essaie de dégager de la lumière, j'ai l'impression que ça renvoie aussi de la lumière. Donc j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça, au contraire. Non, j'ai pas l'impression de renoncer à beaucoup de choses, à part effectivement le plus dur, et c'est pas grand-chose, j'avoue, dans le contexte actuel, c'est de renoncer à pouvoir prévoir, planifier, faire des choses. Ça, c'est un peu pénible. Alors, quand on a un cancer, c'est pas le sujet le plus grave. Mais c'est vrai que là, par exemple, en famille, de pas pouvoir partir en vacances depuis 8 mois, parce qu'à chaque fois qu'on veut prévoir un truc, on peut pas. C'est annulé parce que les résultats ou parce que le traitement, voilà. C'est ça le plus gros renoncement. Mais sinon, tout le reste est plutôt très positif. Et j'en arrive à la question du podcast, le pourquoi en 2 mots. Est-ce que tu as la sensation que cette maladie justement t'a transformé? Est-ce que tu lui donnerais un sens? Ah ouais, complètement. Ah bah ouais. Cette question, tu sais, elle est dangereuse parce que j'ai vraiment souvent des gens qui m'ont dit mais n'importe quoi. Oui, non, mais moi, complètement. Je le ressens et ça m'apporte énormément de choses. Je pense que ma femme dirait aussi la même chose, même si c'est très, très dur, hein. On va pas se mentir. C'est très, très dur. Mais ça m'apporte énormément de choses. Ça m'apporte, j'ai l'impression d'être une meilleure personne. Ça nous apporte beaucoup de choses aussi à ma femme et mes enfants. J'ai l'impression que ça m'amène vers quelqu'un peut-être qui apprend à mon corps à être plus heureux, à être mieux, à mon âme à être mieux. J'arrive de plus en plus à ce qu'on dit par exemple à réfléchir avec le vrai cerveau, qui est pour moi le cerveau de l'intestin et le cerveau du cœur, et non pas le cerveau de la tête, qui est celui qui analyse. En fait, une fois qu'on a compris ça et qu'on prend des décisions par instinct, avec ce qui vient vraiment de la viscérale des intestins et du cœur, en général, on se trompe pas. Quand on réfléchit avec le cerveau, des fois, on se trompe. Le cerveau, il est là pour appliquer quelque part les décisions de l'intestin et du cœur, et pas à l'inverse. Faire attention. Et ça, déjà, ça m'aide beaucoup. Et il y a plein de choses qui m'aident. J'ai l'impression de me rapprocher de plus en plus vers qui je dois être. Et des fois, je me dis, mais tout ce que tu as vécu avant, ça n'a rien à voir. Et si, en fait, il y a un lien. Je commence à avoir un lien même entre ce que j'ai fait dans le passé et ce que je veux être dans le futur. Et j'ai l'impression que tout ça est harmonieux. Et du coup, je me dis, avec ce que je fais tous les jours, c'est le chemin. Donc la maladie, il fallait qu'il y ait ce choc pour m'amener vers tout ça, vers quelque chose de magnifique. Donc c'est pour ça que quand il m'arrive
des mauvaises nouvelles, je me dis, c'est qu'il y a encore d'autres choses à comprendre, mais ça change pas que le chemin, c'est celui-là. Et tout ce que je vois tous les jours, en visualisant aussi, en méditant, me rassure là-dessus. Je me dis, waouh, ça va être incroyable. C'est déjà pas mal, mais... Mais bien sûr que ça va être incroyable. Est-ce que il y a quelque chose auquel j'aurais pas pensé? Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ou... Le meilleur conseil que je donnerais, c'est qu'il est très important dans ces moments-là, d'essayer d'être acteur de sa guérison. Parce que des fois, on l'oublie. Autant j'ai un respect incroyable pour la médecine moderne, les médecins, les oncologues, les infirmières, c'est incroyable. Par contre, moi, ce qui m'a fait du bien dans des moments difficiles, ce qui me fait du bien au quotidien même, c'est de me dire, ma guérison ne dépend pas que d'eux. Elle est en partie d'eux, mais très vite, quand je parlais des 24 heures du choc de l'annonce, très vite, j'ai eu cette image de puzzle. C'est un puzzle qu'elle allait me guérir, un puzzle de plein de différents éléments, de petites briques. Pour moi, c'est très important de comprendre ça. Si on se met dans cette situation où on se dit, oui, le traitement de l'hôpital va m'aider à guérir, mais il n'y a pas que ça. Moi aussi, je vais aider à guérir parce que je vais me tourner vers la médecine traditionnelle chinoise, parce que je vais changer parce que, voilà, tout ce qu'on a dit avant. Parce que j'ai plein de leviers pour aider à aller mieux et être plus heureux. Et si on se dit qu'on peut être acteur de sa guérison, il y a des cas incroyables de guérison, de cas improbables, ou de gens qui étaient condamnés complètement et qui ont guéri simplement en changeant leur environnement. Parce que ça, moi, je l'ai pas encore fait. C'est peut-être le seul truc que j'ai pas encore fait, mais que je rêverais de faire à terme. C'est changer d'environnement. C'est-à-dire être dans un environnement où il y a du soleil, de la chaleur, de la nature, parce que c'est incroyable les bénéfices qu'on peut en tirer. Après, essayer de comprendre un sens ou pas, c'est différent pour chacun. Mais être acteur de sa guérison et se dire qu'on a quand même aussi des leviers, quel que soit son état physique et mental, pour guérir, c'est une chose qui est très importante. Merci beaucoup pour toute cette lumière que tu nous offres. Et bonne route, Sacha. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.